Kitty Hawk, aux États-Unis, décembre 1903. Orville et Wilbur Wright effectuent le tout premier vol motorisé de l'histoire. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. L'aviation va révolutionner les transports. Mais est-on bien sûr que les frères Wright ont volé ce jour-là? Je ne suis pas certain que les photographies qu'on a prouvent vraiment le vol de 1903. Un historien australien conteste que les deux frères américains aient été les premiers à effectuer un vol motorisé. Il s'emploie à réhabiliter l'un de leurs concurrents, nommé Gustav Weiskopf. Les éléments tangibles prouvent que le premier vol motorisé de l'histoire n'était pas le fait des frères Wright, mais de Gustav Weiskopf. Si John Brown a raison, pourquoi n'y a-t-il pas trace dans l'histoire de Gustav Weiskopf, un ingénieur allemand qui a émigré aux États-Unis? Lâchez! On n'a aucune preuve, d'après moi, qu'il ait vraiment quitté le sol. Les frères Wright auraient-ils trompé le monde entier? Ils ont pourtant reçu la caution de la puissante Smithsonian Institution à laquelle ils sont liés par une convention. Gustav Weiskopf sera-t-il jamais reconnu comme l'un des pionniers de l'aviation? La querelle autour du premier vol motorisé de l'histoire remonte à 1934. Cette année-là, la journaliste Stella Randolph tombe sur une histoire sensationnelle dans des archives à Washington. Vous parliez d'un article très intéressant. Oui, il est là. Il fait partie d'un dossier spécial sur les débuts de l'aviation. 30 ans après le premier vol motorisé, l'aviation est en train de révolutionner le monde. Les continents se rapprochent et les guerres ont lieu désormais dans le ciel. Mais on se dispute encore pour savoir qui a volé le premier avec un engin à moteur. À qui doit-on l'avion, l'une des plus grandes inventions du XXe siècle? Orville Wright clame depuis 30 ans que son frère, désormais décédé, et lui-même ont effectué en 1903 le premier vol motorisé. Mais la Smithsonian Institution, qui gère les grands musées nationaux américains, n'est pas de cet avis. Elle présente Samuel Langley comme le premier homme à avoir volé et expose son aéroplane. Par dépit, Orville Wright a mis à la disposition du musée de la science de Londres son avion de 1903. Personne ne s'attend à la découverte de Stella Randolph qui va faire l'effet d'une bombe. Tenez, regardez ça. D'après un vieil article de presse ressurgi des oubliettes de l'histoire, ni Orville Wright ni la Smithsonian n'ont raison. Et ça a déjà été publié? Pas que je sache. En tout cas, pas récemment. D'après les documents retrouvés par Stella Randolph, c'est probablement un Allemand émigré aux États-Unis qui a volé le premier dès 1901, soit 2 ans avant les frères Wright. Son nom est Gustav Weiskopf, ou Gustav Whitehead, comme il se fait appeler maintenant. Stella Randolph publie son enquête. Elle présente les témoignages de 9 personnes qui jure sous serment avoir vu voler Gustav Weiskopf. Son livre va déclencher une controverse passionnée. Today, after 20 years, the historic Wright brothers plane comes home. At first denied recognition here. En 1948, la Smithsonian met un terme à une vieille querelle en déclarant que les frères Wright ont été les premiers à effectuer un vol motorisé en 1903. Leur avion sera désormais exposé dans l'un de ses musées à Washington.
Les deux frères sont sacrés pères de l'aviation à titre posthume et deviennent des héros nationaux américains. Keep us conscious of thy presence and obedient to thy will. Amen. Jusqu'à sa mort en 1989, Stella Randolph ne cessera de se battre pour réhabiliter Gustav Weiskopf. Mais pourra-t-on détrôner un jour les frères Wright? Près de 500 000 personnes visitent chaque année le mémorial de Kitty Hawk. Néanmoins, il est difficile de rayer Gustav Weiskopf de l'histoire. Lors d'une visite au musée de la Smithsonian en 2011, l'historien australien John Brown découvre la vieille controverse qui existe autour du premier vol motorisé. Très impressionné par l'avion fabriqué par Gustav Weiskopf au tout début du XXe siècle, il décide d'enquêter sur l'homme. Il lui consacrera 5 années de recherche. Je me suis assis à l'ordinateur, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé plusieurs centaines d'articles totalement inconnus sur Gustav Weiskopf. Très vite, John Brown a la certitude que Gustav Weiskopf a été le premier aviateur de l'histoire. Mais pourquoi a-t-il été ignoré des autres historiens de l'aviation? Ont-ils été injustes envers l'un des plus grands inventeurs de l'histoire? John Brown se lance alors dans une grande enquête qui va le conduire dans les musées et les archives d'Europe et d'Amérique. Un document a beaucoup nui à Gustav Weiskopf. C'est un pamphlet écrit par Orville Wright en personne. Aujourd'hui encore, tous les détracteurs de Gustav Weiskopf s'appuient sur ce texte. D'après Orville Wright, une connaissance de Weiskopf aurait dit « Weiskopf n'a jamais réussi à faire voler un avion. C'était un excentrique, un visionnaire et un rêveur qui croyait tout ce qu'il imaginait. » L'avion des frères Wright est l'un des joyaux du musée de l'air de la Smithsonian qui continue à ignorer le rôle de Gustav Weiskopf. Gustav Weiskopf a-t-il volé? On ne peut pas répondre par la négative. Mais on est très loin d'avoir prouvé qu'il avait volé. Si c'est le cas, cela reste à démontrer. L'histoire de Gustav Weiskopf est-elle une pure invention? Ses détracteurs ont longtemps prétendu que son avion n'avait pas de système de direction. Or, 2 photos transmises par ses héritiers prouvent aujourd'hui le contraire. Ces détracteurs affirmaient que l'avion de Gustav Weiskopf n'avait pas de direction. Or, sur ces photos, on identifie clairement les éléments du système de direction. La poulie, les câbles et le levier. John Brown se rend dans la ville natale de Gustav Weiskopf en Allemagne. L'ingénieur est né à Leutershausen en 1874, où un musée lui est consacré. John Brown ne pouvait rêver mieux. Il s'intéresse tout particulièrement à la copie grandeur nature de l'appareil numéro 21 de Gustav Weiskopf. C'était la première fois que je voyais l'avion de Gustav Weiskopf. Je l'ai examiné avec un œil de pilote et de constructeur d'avion, et j'ai vu qu'il était capable de voler parce que tous les éléments étaient réunis pour ça.
La courbure de l'aile, le centre de poussée qui est ici à peu près. Le centre de gravité est un peu en avant du centre de poussée, comme il convient, et comme c'est le cas sur les avions modernes. La collection du musée Weisskopf est considérable. Elle a été constituée au fil des ans par un groupe local d'historiens de l'aviation. Les archives du musée sont une mine d'informations. John Brown y découvre des lettres, des croquis et de nombreux documents transmis par la famille de l'aviateur dans les années 1930. Enfant déjà, Gustav Weisskopf rêvait de voler, comme le rapportera Nicolas, son frère cadet. De l'enfance de Gustave, je me souviens seulement qu'il aimait faire voler des petits ballons ou des petits parachutes auxquels il attachait une bougie ou un morceau de liège. À la même époque, à Dayton dans l'Ohio, deux autres enfants ont des jeux identiques. Ce sont Wilbur et Orville Wright. Think that's good? Yeah. 3, 2, 1. Un jouet aussi fragile ne durait guère entre les mains des petits garçons que nous étions, mais son souvenir nous est resté. Les frères Wright, tout comme Gustav Weisskopf, connaissent Otto Lilienthal. Ce grand pionnier de l'aviation expérimente le vol plané à Berlin à la fin du XIXe siècle, au péril de sa vie. Ses travaux sont diffusés dans le monde entier. Son livre a eu du succès. Il a été réédité plusieurs fois et il a été diffusé en Allemagne, mais aussi aux États-Unis. C'était un peu la Bible des pionniers de l'aéronautique. John Brown quitte l'Allemagne pour poursuivre ses recherches aux États-Unis. Andy, how are you? Il apprend que l'État du Connecticut a consacré Gustav Weisskopf comme père de l'aviation en 1968. Il se met alors en relation avec les constructeurs d'avions amateurs de Bridgeport pour qui il est établi que Gustav Weisskopf a volé avant les frères Wright. Professeur de physique, Andy Koch est un spécialiste du vol plané. Il s'intéresse à l'appareil numéro 21 de Gustav Weisskopf depuis les années 1980. J'en ai entendu parler la première fois lors d'une conférence donnée à la Société historique de Fairfield. Ça ressemblait à un deltaplane et j'ai eu envie de le construire. Il faut mettre un fil à freiner pour empêcher le vent de retourner la voile. Des types sont venus me voir au hangar pour me proposer un coup de main. La plupart avaient 70 ou 80 ans, mais ils connaissaient parfaitement l'histoire de Gustav Weisskopf. Ils la tenaient de leurs parents. Certains avaient même connu des gens qui avaient vu voler Weisskopf. Donc ils m'ont aidé à construire cette copie. On l'a emmené à l'aéroport de Bridgeport. On l'a fait rouler au sol. Et il a décollé très facilement. Andy Koch a équipé son avion d'un moteur récent pour obtenir le même résultat que Gustav Weisskopf. Mais le fait que sa copie du numéro 21 vole ne prouve en rien que Gustav Weisskopf a décollé en 1901. Les détracteurs de Gustav Weisskopf nient qu'il ait pu construire un moteur d'avion. Ils se fondent pour cela sur le pamphlet d'Orville Wright. Gustav Weisskopf n'avait ni les connaissances mécaniques, ni l'équipement nécessaire pour construire un moteur. Il se faisait des illusions. Gustav Weisskopf était-il un doux rêveur?
ou un génie méconnu. Je vous apporte les clichés et les négatifs. Merci. Gustav Weisskopf avait-il les connaissances mécaniques nécessaires pour construire un moteur? John Brown poursuit ses recherches. Dans les années 1880, au moment où l'industrie allemande est l'une des premières au monde, Gustav Weisskopf est embauché comme apprenti mécanicien chez un grand constructeur automobile. C'est ce que révèle un article de presse des années 1950, retrouvé récemment. Gustav Weisskopf n'a qu'un rêve, voler. Où cela le mènera-t-il? Il ne le sait pas encore, mais il a soif d'aventure. Il prend la mer à l'âge de 16 ans. Durant 3 ans, il va naviguer entre l'Europe et l'Amérique comme matelot. C'est le début des bateaux à moteur. Donc il devait connaître la navigation à la voile, avec le vent, mais aussi la navigation avec une hélice et un moteur. Gustav abandonne la marine vers 1893. Il a connu 2 avaries le long de la côte est de l'Amérique. La dernière, c'était au Cap Cod, qui passait pour être un cimetière de bateaux. Et il est resté à terre. Il se consacrera désormais à l'aviation. John Brown suit la trace de Gustav Weisskopf à travers l'Amérique. Les articles de presse des années 1890 le conduisent sur une nouvelle piste. Il se rend dans le massif des Blue Hills, au sud de Boston. Gustav Weisskopf a été embauché comme mécanicien à la Société aéronautique de Boston. C'était la toute première compagnie aéronautique des États-Unis. Elle construisait des cerfs-volants météorologiques et des planeurs supportant le poids d'un homme. Gustav Weisskopf peut enfin se consacrer à sa passion. Le New York Herald parle de lui dès octobre 1897. Un mois plus tard, Gustav Weisskopf épouse Louise Touba, une immigrante d'origine hongroise. En 1899, il s'installe à Pittsburgh, une ville industrielle en plein essor. Il est embauché comme ingénieur dans une aciérie. La nuit, il construit des moteurs légers pour ses aéroplanes. Plus tard, il dira que son premier essai de vol motorisé date de cette époque. Mais ses adversaires ne le croiront pas. Gustav Weisskopf affirme avoir volé dans cette rue. Dans les années 1930, Stella Randolph met la main sur un témoin qui se souvient parfaitement de ce tout premier essai de vol motorisé de Gustav Weisskopf à Pittsburgh. J'ai volé avec Monsieur Weisskopf. Ce jour-là, j'étais présent quand il a réussi à faire voler sa machine propulsée par un moteur. Son moteur fonctionnait à la vapeur. Louis Darvarich était mécanicien. Il a déclaré qu'il était dans l'avion de Gustav Weisskopf quand celui-ci a descendu cette rue en avion avant de s'écraser contre un bâtiment. Pour vérifier ses propos, John Brown et le documentaliste Paul Beck consultent des articles de presse auxquels Stella Randolph n'avait pas accès à son époque. Résultat, d'après John Brown,
Stella Randolph a eu raison de croire d'Arvarich, même si l'essai de Pittsburgh, c'est mal fini. C'est la première fois que je viens à Pittsburgh. Et je vais voir la rue où Gustav Weiskopf a fait sa toute première tentative de vol motorisé en 1899. C'est palpitant. John Brown et Paul Beck retrouvent John Chalkowski, un historien de Pittsburgh, qui connaît la ville dans ses moindres recoins. Ensemble, ils cherchent la rue où Gustav Weiskopf aurait fait sa tentative de vol. Si on en croit les articles de presse, Gustav a décollé par ici. En 1899, la rue était en terre battue. Il a dû dévaler la pente en direction de Belmont Street, où il s'est écrasé contre un bâtiment. Où exactement? En gros, là où est l'arbre. Si Gustav Weiskopf ne s'était pas écrasé avec son avion, le premier vol motorisé de l'histoire aurait eu lieu avant même la fin du 19e siècle. C'était là? Oui, c'est là. À la même époque, à 400 km de là, les frères Wright se passionnent toujours pour les avions. Mais ils commencent par ouvrir un atelier de fabrication de cycles. Il faut dire que dans les années 1890, la demande est en pleine expansion. Les deux frères étaient très différents, mais c'étaient tous deux des personnalités complexes. Wilbur était un génie. C'est l'un des savants les plus inspirés de toute l'histoire des États-Unis. Orville était un grand technicien, un grand artisan, très habile de ses doigts, mais il n'avait pas le génie de son frère. Les Wright se lancent dans la construction d'avions en 1899. Ils ont besoin de moteurs légers comme ceux de Gustav Weiskopf, qui commence à se faire connaître en tant qu'ingénieur aéronautique. Wilbur Wright reçoit une lettre d'un ami, Octave Chanute, qui lui vante les moteurs de Gustav Weiskopf. Il lui fait la réponse suivante. Le moteur de 10 chevaux dont tu parles est une merveille s'il ne pèse que 13 kilos. Mais même si son inventeur s'était trompé de 500%, ce serait encore un excellent moteur pour l'aviation. Amicalement, Wilbur Wright. Gustav Weiskopf s'installe à Bridgeport, une ville industrielle du Connecticut. Il consacre le moindre dollar à la réalisation de son grand rêve et court sans cesse après l'argent pour le réaliser. Dis-moi comment il va si fort, Gustave. Est-ce que tu en as encore pour longtemps? J'en ai pour la nuit. Demain, c'est dimanche. On passera du temps ensemble. Heureusement, Gustav Weiskopf a trouvé de nouveaux investisseurs. L'appareil qu'il est en train de dessiner va peut-être entrer dans l'histoire. C'est le numéro 21. Celui dont John Brown a vu la photo à Washington et qui lui a donné l'envie d'en savoir plus sur son constructeur. Le numéro 21 est inspiré du planeur d'Otto Lilienthal, mais il est plus grand et il possède une hélice et un fuselage. Gustav Weiskopf le pilotera lui-même au péril de sa vie. Il rêve d'être le premier homme à effectuer un vol motorisé. À 600 km de là, les frères Wright en sont encore à tester des planeurs, qu'ils font voler en utilisant les vents côtiers de Kitty Hawk. En 1903, après 2 années de recherche,
ils parviennent à construire un avion motorisé. Ils effectuent un premier essai le 14 décembre 1903. C'est un échec, mais ils ne se découragent pas. Leur atelier a été reconstitué pour le mémorial national qui porte leur nom. Les deux frères font un nouvel essai le 17 décembre. L'essai est concluant, notera Orville Wright dans son journal. Ils ont fait 4 vols ce matin-là. La première fois, ils ont parcouru 36 mètres seulement en un peu plus de 12 secondes. Ils pilotaient à tour de rôle. Orville a effectué le premier essai. Wilbur a effectué le 4e. Il a parcouru 260 mètres et quelques en 59 secondes. Il a volé près d'1 minute. C'était suffisant d'après eux pour dire qu'ils avaient réussi à voler. Mais en l'absence de témoins, peu de gens les croient à l'époque. Cinq ans plus tard, en 1908, Orville Wright publie cette photo en guise de preuve. Voici l'une des photos historiques les plus reproduites au monde. Elle montre le tout premier vol. On voit bien que l'avion est au-dessus du sol. Mais que prouve réellement cette photo? L'ingénieur aéronautique Joey Bulmer visite Kitty Hawk. Il a travaillé plusieurs décennies pour la Maison-Blanche et le ministère américain de la Défense dans le secret le plus strict. Sa mission consistait à analyser des objets volants non identifiés. Pour lui, la photo des frères Wright ne prouve rien. Les frères Wright avaient fixé un critère. Ils disaient qu'il fallait parcourir au moins 100 mètres, sinon ça n'avait aucune valeur. Wilbur a dit qu'un vol de moins de 100 mètres n'était qu'un saut en l'air qui ne prouvait rien. Il a bien dit rien. Cette photo est censée montrer le premier vol, mais en réalité l'avion n'a parcouru que le tiers de la distance qu'il s'était fixé comme minimum pour parler d'essai concluant. Comme vous le voyez, la gouverne est en position haute, et cette gouverne leur a posé problème. Elle était trop penchée et elle basculait entièrement d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'Orville Wright est monté, puis descendu. Il a quasiment touché terre, puis il est remonté et il est descendu une deuxième fois. Et il a touché terre. Donc, d'après les critères établis par les frères Wright eux-mêmes, l'essai n'était pas concluant. Cette autre photo, publiée elle aussi en 1908, est encore plus discutable. C'est censé être un cliché du 4e vol. Mais on voit clairement les pales de l'hélice. Donc le moteur ne tourne pas. L'avion semble être au sol ou à moins de 30 cm du sol. Donc c'est la fin du vol. Les frères Wright disent que l'avion a parcouru 260 mètres en 59 secondes. Or, quand on mesure la distance avec les méthodes classiques fondées sur la trigonométrie et la géométrie, on s'aperçoit que l'avion n'est qu'à 90 ou 100 mètres du point de décollage, pas à 260 mètres. Mais ce n'est pas tout. Quand on examine bien la photo, on voit que l'extrémité des ailes est basse, ce qui est caractéristique de l'avion de 1903. Mais on voit aussi 3 taches sombres. Qu'est-ce que c'est? La question demeure sans réponse. Sur d'autres photos de l'appareil de 1903, on voit le pilote allongé sur le ventre et le moteur monté à l'horizontale. Cela ne ressemble pas du tout à ces 3 taches sombres. En revanche, les photos du biplace construit par les Wright en 1908 montrent les 2 pilotes de part et d'autre du moteur. De loin,
Ils forment 3 petites taches sombres. Ces 3 taches évoquent beaucoup plus l'avion de 1908 que celui de 1903. Or, les Wright ont transporté leur biplace à Kitty Hawk en 1908 et ont effectué des dizaines de vols sur une période de 6 semaines. Donc je me demande si cette photo date bien de 1903. En soi, cette photo ne prouve pas qu'ils aient réussi à voler. En conclusion, la seule preuve que Wilbur Wright a volé sur 260 mètres à Kitty Hawk en 1903, c'est le journal tenu par son frère. Quand on retrace les débuts de l'aviation, l'une des grandes difficultés qu'on rencontre, c'est de vérifier les propos des pionniers et de leurs témoins. Sont-ils fiables? Dans le cas des frères Wright, le vol a eu lieu à Kitty Hawk, devant quelques miséreux du coin. Orville affirme qu'au 4e essai, l'avion a parcouru 260 mètres. Mais il n'y a aucune instance indépendante pour le confirmer. On est obligé de le croire sur parole. L'avion de 1903 est reconstruit des années plus tard. Ces essais pourraient-ils confirmer les allégations d'Orville Wright? Personne n'a réussi à reproduire ce 4e vol. À ma connaissance, le mieux qu'on ait fait avec une réplique de l'avion des Wright, c'est un vol de 40 mètres. Beaucoup de pilotes se sont blessés en tentant de faire voler un avion des Wright, et 2 ont même trouvé la mort. 5 mois après Kitty Hawk, les frères Wright invitent les journalistes à Dayton pour leur présenter leur dernier modèle. Mais l'essai tourne au désastre. Les frères Wright perfectionnent leur biplace et parviennent à le faire voler en 1905. Les premières images de leur appareil en vol sont tournées en 1908. Les 2 frères viennent de déposer un brevet pour protéger leur système de direction. Avec ce brevet, ils voulaient soit empêcher leurs concurrents de construire des avions, soit toucher 10% sur tous les avions. Ils ont passé beaucoup de temps à intenter des procès à la concurrence. Le juge chargé de l'affaire a dit qu'il était bien disposé à leur égard parce que c'étaient les pionniers de l'aviation, selon ses mots. Wilbur meurt en 1912. Dans les années 1920, Orville rédige une histoire des débuts de l'aviation avec dans les premiers rôles son frère et lui-même. On top of Kill Devil Hills, unveiled by Ruth Nichols, the nation's tribute to the father of aviation. Les vols de Kitty Hawk valent gloire et fortune à Orville Wright. Mais l'enquête de Stella Randolph pourrait ruiner sa réputation. D'après la journaliste, Gustav Weiskopf a effectué un vol motorisé 2 ans avant les frères Wright. Un reporter de renom, appelé Richard Howell, a été le témoin de l'événement et l'a relaté dans le Bridgeport Sunday Herald du 18 août 1901. C'est l'argument phare de Stella Randolph. À l'aube du 14 août 1901, Richard Howell retrouve Gustav Weiskopf pour l'accompagner sur une piste d'envol située non loin du domicile de l'ingénieur. Howell écrira plus tard. Le temps qu'on arrive, il faisait jour. La tension montait d'un cran à chaque tic-tac de la montre. Vous croyez vraiment que cet engin va voler? Vous allez voir. Démarrez le moteur. Ok,
C'est bon. Ce fut un grand moment. Ça. Attention, lâchez. L'engin transperça l'air comme un oiseau échappé de sa cage. Le journaliste et les deux assistants restèrent immobiles un instant, regardant l'aéronef avec stupéfaction. Il volait maintenant à une quinzaine de mètres du sol. D'après Richard Howell, Gustav Weiskopf a parcouru quelques 800 mètres dans les airs. Consciente que son enquête va faire grand bruit, Stella Randolph souhaite rassembler le maximum de témoignages pour étayer sa thèse. Elle part à la recherche de témoins à Bridgeport. Elle parvient à trouver plusieurs personnes qui se souviennent encore de Gustav Weiskopf 33 ans après. Certaines ont même assisté à ses essais. J'étais présent quand M. Weiskopf a fait voler sa machine propulsée par un moteur. Il a volé sur une distance approximative de 2,5 km. Les vols initiaux accomplis par M. Weiskopf faisaient à peu près dans les 5 minutes, d'après moi. Tous témoignent sous serment, devant notaire. Elle a recueilli 11 témoignages sous serment. Les témoins affirment qu'ils ont vu cet homme faire voler un avion motorisé avant que les frères Wright ne volent en 1903. Ce sont des preuves claires et incontestables. Stella Randolph est persuadée que son enquête suffira à réhabiliter Gustav Weiskopf. Mais c'est sans compter l'influence de la famille Wright. En juillet 1945, le Reader's Digest écrit que Gustav Weiskopf est le premier homme à avoir effectué un vol motorisé. L'entourage d'Orville Wright s'en émeut. Reader's Digest, page 57, première colonne, Weiskopf. Stop. Il faut dynamiter ce mythe. Pour clouer le bec au Reader's Digest, Orville Wright rédigera son fameux pamphlet intitulé « Le vol de Whitehead, un mythe ». Le texte marquera les esprits. Il s'appuie sur l'unique témoin retrouvé par Stella Randolph qui prétend que Gustav Weiskopf n'a jamais volé. Je suis James Dickey. J'assistais feu M. Gustav Weiskopf quand il cherchait par tous les moyens à construire un aéroplane. Richard Howell mentionnait pourtant James Dickey parmi les témoins du vol du 14 août 1901. Je pense que l'article du Herald est totalement inventé. Je n'étais pas présent et je n'ai pas observé un vol d'aéroplane à moteur, soi-disant effectué le 14 août. D'après John Brown, la déposition de James Dickey n'a aucune valeur. Gustav Weiskopf lui devait de l'argent. Mais ce n'est pas tout. D'abord, James Dickey dit lui-même qu'il n'était pas présent. Ensuite, bien qu'il ait passé toute sa vie à Bridgeport et Fairfield, il déclare qu'il n'a jamais entendu dire que Gustav Weiskopf avait volé. Or, c'est peu vraisemblable, car la presse du monde entier a relaté le vol de Gustav Weiskopf. Je pense que l'article du Herald est totalement inventé. Il revient à chacun d'examiner les éléments disponibles pour se faire sa propre opinion. Mais ce qui nuit le plus à Gustav Weiskopf est la déclaration d'un certain Stanley Beach, reprise par Orville Wright. Stanley Beach est un journaliste aéronautique et un ancien collaborateur de Gustav Weiskopf. Les deux hommes se voyaient fréquemment entre 1901 et 1910. Or, Gustav Weiskopf n'a jamais dit à Stanley Beach qu'il avait volé. Stanley Beach et Gustav Weiskopf se sont brouillés en 1909. Stanley Beach doute que Gustav Weiskopf ait jamais réussi à faire décoller un de ses engins.
Toutefois, ces propos sont contredits par les articles publiés par le même Stanley Beach dans la revue Scientific American avant 1909. C'est un article très intéressant. Il est publié 3 mois avant le prétendu premier vol des frères Wright. L'auteur relate que Gustav Weisskopf a équipé ce triplan d'un moteur de 10 chevaux. Scientific American nous confirme que l'avion a volé sur une hauteur comprise entre 1 et 5 mètres du sol, sur une distance de près de 300 mètres. Stanley Beach semble avoir perdu la mémoire après sa brouille avec Gustav Weisskopf. Orville Wright fait l'impasse sur tout cela. Il ne mentionne pas davantage les autres témoins retrouvés par Stella Randolph. Or, entre les années 1930 et 70, pas moins de 17 personnes affirmeront avoir vu Gustav Weisskopf voler. Les témoignages sont toujours problématiques, par définition. Je n'en tiens donc pas compte. Je suis Anton Bruckner et je connaissais feu Gustav Weisskopf. Et j'étais également employé par lui pour construire des moteurs destinés à des engins plus lourds que l'air. Beaucoup de témoins n'ont qu'un vague souvenir d'un vol qui n'était pas forcément motorisé. J'étais présent comme assistant ce jour-là quand M. Weisskopf a réussi à faire voler sa machine propulsée par un moteur. J'étais présent quand M. Weisskopf a fait voler sa machine propulsée par un moteur. Il mélange les dates. 14 août 1901. Septembre ou octobre 1901. En tant qu'historien, je me méfie de tout ce qu'on appelle les égo-documents. Autrement dit, des témoins qui se souviennent après coup. On sait comment fonctionne la mémoire sélective. On se souvient ou on croit se souvenir de quelque chose parce qu'on a envie de s'en souvenir. Donc, je me méfie de tous les égo-documents. Ils ne permettent pas d'établir des faits. Dans son pamphlet de 1945, Orville Wright critique le document qui est au cœur de la démonstration de Stella Randolph, à savoir le reportage de Richard Howell. Le plus étrange est qu'on ait pu croire que l'article de Richard Howell reflétait la réalité. Il est possible que Richard Howell se soit basé uniquement sur le récit de Weisskopf pour écrire l'article paru dans le Bridgeport Sunday Herald le 18 août. C'est peut-être un dérapage. John Brown ne partage pas cet avis. Il pense que le reportage est fiable. On a le journaliste de la presse locale, 2 témoins directs, ainsi que Gustav Weisskopf lui-même, qui affirme que le vol du 14 août 1901 a bien eu lieu. Depuis, on a trouvé beaucoup d'autres articles sur le même sujet, y compris dans la presse concurrente. On vient de découvrir la une du journal concurrent, le Bridgeport Evening Post. Il relate un nouveau vol de Gustav Weisskopf, quelques jours après le premier. Il précise que l'engin a fonctionné correctement. John Brown a découvert dans des journaux du monde entier près de 300 articles affirmant que Gustav Weisskopf avait réussi à voler. Mais il aura suffi d'un seul pamphlet d'Orville Wright pour le discréditer. En 1948,
la Smithsonian met un terme à une vieille querelle en déclarant officiellement qu'Orville et Wilbur Wright ont effectué le premier vol motorisé de l'histoire. L'engin de Kitty Hawk devient le joyau du musée de l'air de la Smithsonian. Il est présenté comme le tout premier avion motorisé. Mais aujourd'hui, les travaux de John Brown suscitent un vif intérêt dans le monde entier. Ce qui a vraiment fait connaître l'histoire de Gustav Weiskopf, c'est l'édition de 2013 de Jane's All the World's Aircraft. C'est la plus vieille revue d'aviation du monde. Dans sa 100e édition, elle indique à juste titre que le premier vol motorisé est le fait de Gustav Weiskopf et non des frères Wright. Personne ne nie l'exploit des frères Wright. Mais si Gustav Weiskopf a réussi un semblant de vol motorisé avant eux, il est légitime qu'on le reconnaisse. En particulier le premier musée américain des sciences. Or, il s'y refuse. Mais pourquoi la Smithsonian refuse-t-elle toute forme de reconnaissance à Gustav Weiskopf? Est-ce à cause de l'étonnante convention qu'elle a signée en 1948, à huis clos, avec les héritiers des frères Wright? Cette convention n'a été rendue publique que 30 ans plus tard, en 1978. Elle fixe la position de la Smithsonian au regard d'éventuels vols antérieurs à celui des Wright. Le paragraphe le plus contestable est celui-ci. Le musée fédéral américain de la Smithsonian s'engage à ne jamais déclarer qu'un autre pilote a volé avant les frères Wright. C'est tout simplement amoral. La convention stipule la version de l'histoire que le musée doit défendre. Il est regrettable qu'un grand musée comme la Smithsonian s'engage par contrat à défendre ce qui est peut-être un mensonge. Mais tant que le musée ne dénoncera pas la convention, l'avion des frères Wright restera en sa possession. Je ne suis pas juriste, je suis historien. À mes yeux, cette convention est le témoignage important d'une époque. Elle n'est pas liée aux autres essais de vol de l'époque, mais à l'injustice dont la Smithsonian a fait preuve envers les frères Wright. En d'autres termes, ce paragraphe servirait à calmer la querelle au sujet du prétendu vol de Samuel Langley. Le musée américain dénoncera-t-il un jour cette drôle de convention pour faire enfin la lumière sur le premier vol motorisé de l'humanité? Ce n'est pas à moi de décider de rompre ou non la convention. Mais si c'était le cas, je ne le ferais pas. Tant pis si le prix à payer, c'est de voir l'avion des frères Wright repartir au musée de Londres. Mais un musée se doit de dire la vérité. Lâchez! Qui aura le dernier mot dans cette histoire? Quoi qu'il en soit, Gustav Weiskopf a eu des paroles prophétiques. Je suis sûr que les avions vont se répandre comme les automobiles d'ici quelques années. Avant même que nous ne soyons vieux, plus de gens voyageront dans les airs que sur Terre ou sur les océans. En 1902, Gustav Weiskopf a besoin d'argent pour perfectionner son avion. Mais contrairement aux frères Wright, il n'est pas doué pour les affaires. Sommé de rembourser ses créanciers, il fait faillite. On lui interdit même l'accès à son atelier. Il ne s'en remettra jamais.
Lorsque Stella Randolph débute son enquête, Gustav Weiskopf est un inconnu. Les livres d'histoire n'ont retenu que l'exploit des frères Wright. Le film, tourné en 1908, a achevé de convaincre le monde entier que leur engin avait volé en 1903. Aujourd'hui, Orville et Wilbur Wright sont des figures de légende adoubées par le Congrès américain et vénérées par des générations entières de petits Américains. Une volonté de faire et une foi à toute épreuve. La légende est protégée par une convention signée de la main du directeur de la Smithsonian au nom des États-Unis d'Amérique. Si on me présente une preuve convaincante qu'il y a eu un vol motorisé avant les frères Wright, je suis prêt à le reconnaître. 7 documents établissent que Gustav Weiskopf a effectué plusieurs vols distincts avant les frères Wright. À cela s'ajoutent les 17 témoins qui affirment avoir vu Gustav Weiskopf voler à diverses reprises. Ce sont des preuves claires et incontestables qui satisfont à toutes les exigences possibles. Le premier vol motorisé de l'histoire a été effectué par Gustav Weiskopf dès 1901 et non par les frères Wright. Alors, qui a volé le premier? Qui a construit le tout premier avion motorisé? 80 ans après l'enquête publiée par Stella Randolph, la question continue de susciter une vive polémique. Espérons que tous les pionniers de l'aviation finiront par être reconnus selon leur juste mérite.